Bonjour mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette troisième édition de cet événement de la FMSQ qui vise à célébrer la Journée internationale des femmes. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si cet événement a été créé par la toute première femme présidente de l'histoire de la Fédération. Donc, déjà en 2019, on vous annonçait cette remise de prix. L'année dernière, en 2020, on procédait à cette remise de prix. Évidemment, en raison de la pandémie, on a dû revoir cette année la façon dont on vous présente cet événement pour respecter les règles de santé publique. Cette édition est donc présentée de façon 100% virtuelle. Alors, sans plus tarder, je vous présente la grande maître d'œuvre de cet événement, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, la Dr Diane Franqueur. Bonjour, Dr Franqueur. Bonjour, Mme Bégin. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. C'est un plaisir de vous retrouver, vous qui avez eu une année vraiment très chargée comme vos collègues. Et j'ai cru comprendre justement qu'en raison de la pandémie cette année, vous voulez rendre un hommage particulier. Oui, les femmes sont très présentes dans le domaine de la santé, on le sait tous, et on a réalisé encore plus cette année, alors qu'il manquait de ressources humaines partout, comme on avait besoin d'elles. Et je pense que les femmes ont eu une double dose dans la pandémie. Elles sont allées travailler le jour, le soir ou la nuit. Elles sont rentrées à la maison, elles s'occupaient des enfants, sont devenues des professeurs. Alors, ça a été très difficile pour elles cette année. C'est important de le souligner, peu importe la façon qu'on y arrivera, mais de leur dire merci. Puis évidemment, bien, comme je suis présidente de la Fédération, bien, on voulait surtout souligner aussi l'énorme travail que les femmes médecins spécialistes ont fait dans le réseau dans la dernière année. Oui, parce que bon, quand on regarde au Québec, malheureusement, évidemment, il y a 10 000 personnes qui sont décédées de la COVID, mais au-delà de ces chiffres-là, le virus a affecté la vie de milliers de Québécois, à commencer par les personnes qui travaillent sur la première ligne, les travailleurs de la santé. Oui, bien, vous savez, on a appris beaucoup pendant la pandémie à tous les niveaux et on apprenait la science et on l'écrivait au fur et à mesure que la pandémie se déployait. Alors, ça a été très difficile au début parce que les consignes n'étaient pas claires, parce qu'on ne connaissait pas le virus, c'était la peur de l'inconnu. Maintenant, je pense qu'un an plus tard, on a appris à vivre avec. Et c'est pour ça qu'il faut continuer quand même certains événements pour dire merci aux gens dans un contexte qui est différent, mais qui n'est pas moins important. Alors, vous et votre équipe, vous avez justement préparé une vidéo pour rendre hommage à ces femmes qui ont travaillé sur la première ligne de la pandémie. On va regarder cette vidéo. En cette Journée internationale des femmes, nous tenons à remercier toutes les femmes qui travaillent dans le réseau de la santé. Qu'elles soient commis, gardiens de sécurité, infirmières, techniciennes de laboratoire, de radiologie, inhalothérapeutes, agents de sécurité, étudiants, résidents, médecins spécialistes, le travail a été colossal. Nous profitons de cette Journée internationale des femmes pour leur dire merci. En tant qu'obstétricienne gynécologue et présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, je tiens à remercier personnellement toutes les femmes qui ont travaillé pendant la pandémie. Merci à chacune d'entre eux. Cette crise a certainement été un moment difficile. Nous avons compris l'importance du travail d'équipe et de la solidarité. Nous allons passer à travers tout ensemble pour apprendre à vivre avec le virus.
Alors, c'est vraiment un bel hommage à des femmes. C'est important pour vous, docteur Franqueur, de rendre hommage à ces femmes? Oui, c'est important pour nous de remercier toutes les femmes. Bien, les hommes aussi. On a appris beaucoup pendant cette année et c'est important de leur dire merci. On a vu dans cette vidéo également nos présidentes d'associations. On a eu beaucoup de réunions, d'informations. Tout le monde a collaboré. Tout le monde a aidé à vulgariser ce qu'on connaissait, le petit peu de science qu'on apprenait au fur et à mesure pour inquiéter ou rassurer la population, dépendamment des nouvelles qu'on avait, mais elles ont toutes été là et on leur dit merci. Oui, parce que c'est des gens, évidemment, qui ont collaboré de façon exceptionnelle. Maintenant, docteur Franqueur, c'est la Journée internationale des femmes. Ça a toujours été important pour la FMSQ de rendre hommage pendant cette journée-là à des femmes exceptionnelles, des médecins spécialistes exceptionnels pour leur travail, leur dévouement, et d'où la création en 2019 de ces deux prix, Irma Levasseur et Marthe Pelland. Oui, pour nous, c'est important. Et pourquoi deux prix? Parce qu'on veut assurer la relève et on veut dire merci aux pionnières. Parce que, vous savez, on est en médecine spécialisée, on est presque à parité, presque à 50% de femmes parmi les 10 000 médecins spécialistes, mais on n'a qu'une petite poignée de femmes qui sont présidentes de leur association. Bon, évidemment, elles ont double tâche comme plusieurs autres, mais c'est important qu'elles se positionnent. Le leadership, ça s'apprend, ça se développe et c'était en fait le but de ces prix pour encourager la relève. Et vous savez, depuis la première année, on a vraiment reçu des CV renversants au niveau des compétences. Alors, les femmes ont besoin d'aller se faire tendre la main pour qu'elles se joignent à nous et qu'elles prennent leur place. Oui. C'est vraiment une belle façon de mettre en valeur les accomplissements de ces femmes-là. Vraiment, bravo. Moi, je suis vraiment heureuse d'avoir le privilège de poursuivre la tradition que vous avez donc entamé à partir de 2019. D'ailleurs, on m'a mentionné, et vous le disiez quand même tantôt, que vous avez reçu vraiment plusieurs mises en candidature pour ces prix-là, des candidates exceptionnelles avec des parcours vraiment impressionnants. C'est signe que le concours a toute sa place, sa pertinence, sa raison d'être. Alors, on va découvrir tout de suite nos lauréats. On va commencer par le prix Marthe Pelland, qui est destiné à la médecine de la relève. Je peux d'abord vous dire que la relève, elle est présente, elle est dynamique et vraiment inspirante. Alors, le jury, parce que je ne faisais pas partie du jury, mais j'ai dévoré les CV qui ont été proposés avec beaucoup d'attention, a fait son choix. Il s'agit d'une jeune pédiatre de la région de Montréal. Elle a seulement 6 années de pratique, mais un carnet de réalisation déjà très bien rempli. Elle a aussi un intérêt marqué pour le leadership au féminin. Elle a été membre invitée du Task Force of Women in Leadership du département de pédiatrie de l'Université McGill, où elle a co-dirigé une analyse concernant les obstacles qui empêchent les femmes d'atteindre des positions de leader. Elle a fondé en 2020 The Canadian Women in Pediatric Critical Care Group afin de soutenir les femmes dans sa spécialité. Elle est très active en matière de sécurité du patient et de l'amélioration de la qualité de la médecine. Elle s'est impliquée dans la mise en place de politiques nationales visant à améliorer le don d'organes. Elle a agi à titre de directrice du Comité national sur l'identification des donneurs potentiels d'organes. Et elle travaille actuellement à mettre en œuvre des mesures qui viseront à améliorer la sensibilisation aux dons d'organes. Et vous savez, en pédiatrie, lorsqu'on prélève un organe, parfois on peut traiter de plus d'un enfant. Alors, c'est d'autant plus important. Alors, c'est vraiment tout un parcours. On va la découvrir ensemble. Je m'appelle Dr. Samara Zavadkov. Je suis pédiatre. Une des leaders femmes au pays dans la spécialité de soins intensifs pédiatriques. Samara possède toutes les caractéristiques d'un leader et de leadership. La chose qui me frappe, c'est vraiment sa qualité innovatrice. Elle a fait beaucoup de changements dans notre unité par rapport à notre pratique, surtout sur le sujet de la sécurité des patients
et de l'amélioration de la qualité de l'acte médical. Elle est faiseuse. S'il y a quelque chose à faire, elle va le faire. Moi, j'apprécie beaucoup son énergie, son enthousiasme pour notre spécialité et pour notre unité. Je veux vraiment remercier mes collègues qui m'avaient appris comment être un bon leader, qui me supportent, qui me donnent des bonnes idées, qui m'inspirent à tous les jours et que je compte comme mes meilleurs amis. Et la plus importante, ma famille. Ça veut dire mes parents, mon mari, mes enfants, Charlie, Alex et Ruby, parce qu'ils sont là toujours pour moi. Ils me supportent, ils comprennent quand je travaille fort. Alors, c'est à cause de eux que j'ai le support de réussir. Et merci à toutes. Pour moi, Samara se démarque surtout pour son insistance de baser les changements, de baser les activités de leadership sur l'évidence. Et je pense que c'est ce rigueur qui l'a fait très efficace comme leader. J'ai vu sa compassion, son mentorat par rapport les collègues plus jeunes, pour les donner des opportunités, pour identifier les opportunités, pour les développer comme une bonne vraie pédiatre qu'elle est. Alors, mes ambitions, mon ambition la plus importante, c'est vraiment d'être une modèle pour les autres médecins. J'espère qu'il y aura une jeune femme ou un jeune médecin qui voit cette interview, qui voit cette vidéo et qui dit « Moi, je peux faire ça. Je peux être une femme médecin. Je peux accepter un poste que peut-être je ne suis pas 100% à l'aise, mais je peux le faire. » D'avoir cette prise, c'est d'être reconnue pour tout ce travail. Et c'est aussi très important pour moi d'être reconnue comme une femme, un docteur féminin. On sait qu'il y a toujours des défis pour des femmes professionnelles et d'avoir ces prix-là nous laisse d'être reconnus par nos collègues et j'espère que ça va inspirer des jeunes médecins comme moi de travailler fort, de réussir et d'avoir des succès comme ça. Vraiment une belle relève. C'est impressionnant de voir un parcours comme ça pour quelqu'un, un médecin qui est en tout début de carrière. C'est prometteur pour la suite. On a hâte de voir la suite. Maintenant, docteur Franqueur, on va aller du côté des femmes médecins qui ont un peu plus d'expérience. Et le prix Irma Levasseur a justement été créé pour les femmes médecins qui ont gravi les plus hauts échelons, des femmes qui n'ont pas eu peur de foncer et de défoncer des portes. Notre lauréate est l'incarnation même de ce prix. C'est une radiologiste qui a plus de 30 ans d'expérience. Elle a eu une carrière exceptionnelle, tant au niveau pédagogique, académique et qu'en leadership. C'est une de nos grandes bâtisseurs. Tôt dans sa carrière, elle s'est impliquée activement au Collège Royal. Elle a été une pionnière dans l'instauration de l'évaluation des connaissances cliniques qu'on appelle nos fameux examens ECOS, c'est-à-dire qu'on fait une simulation d'une situation clinique plutôt que d'apprendre et de répondre questions-réponses comme on faisait auparavant. Ça a été vraiment un grand changement dans l'évaluation médicale. Elle a aussi permis de développer les fameux critères qu'on appelle les critères CADMED, qui nous ont permis de voir un patient autrement que comme un organe malade, surtout en médecine spécialisée. Donc, on appelle ça nos compétences transversales. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir dans la vie du patient? Comment on doit apprendre à communiquer? Comment on doit apprendre à être un professionnel sur plusieurs aspects de la pratique de la médecine? Elle a été à l'origine de l'instauration des critères CADMED. Et en 2006, évidemment, avec autant de travail acharné, elle est devenue la première femme présidente du Collège royal des médecins chirurgiens du Canada. Elle contribue toujours encore activement au développement du système de santé québécois. Elle est maintenant directrice des études médicales au Collège des médecins du Québec. C'est vraiment une femme avec une carrière impressionnante. Alors, c'est maintenant le temps d'en apprendre un peu plus sur notre lauréate.
Je m'appelle Louise Sanson et je suis radiologiste. Tous ceux qui ont connu Dr Sanson vont être d'accord avec moi que c'est une personnalité exceptionnelle. Je dirais qu'une de ses principales qualités, c'est son positivisme hors du commun. Son enthousiasme est contagieux, puis en sa présence, il n'y a vraiment rien qui nous semble impossible. Son ardeur au travail est inépuisable. Elle possède ce don de mobiliser et de rassembler ses collègues et les étudiants pour atteindre l'excellence, et ce, toujours dans un esprit de collaboration et de respect. Elle est érudite, passionnée, toujours de bonne humeur, imaginative, accessible, intègre, puis empreinte d'une humilité. Je remercie les nombreux résidents que j'ai eus tout le temps de ma carrière parce que enseigner à des personnes qui s'émerveillent devant une radiographie, il n'y a rien de comparable à ça. C'est vraiment extraordinaire. Ça nous stimule énormément. On se dépasse soi-même. Et puis, je veux remercier aussi les personnes qui ont pensé à nommer mon nom pour ce prix-là, qui sont, je pense, certains anciens résidents, justement, qui maintenant ont une très belle carrière et je suis très, très, très fière pour eux également. Pour expliquer comment Dr Sanson se démarque en tant que leader, je vais citer un de mes collègues. Dr Sanson a cette capacité de niveler systématiquement vers le haut pour faire ressortir le meilleur de chacun. Et ça, toujours dans la plus grande intégrité et sans jamais exercer de pression. Elle met de l'avant les intérêts du groupe et de ses étudiants bien avant les siens. Elle maîtrise l'importance, comme leader, de communiquer de façon claire. Elle sait insuffler une vision inspirante et aussi fixer des objectifs adaptés à chacun, définis et structurés. Comme leader, elle sait écouter et se mettre à la place de ceux qui l'entourent. Ainsi, personne ne se sent intimidé ou diminué en sa présence. Bien au contraire, elle comprend la nécessité de reconnaître et valoriser le travail de chacun. Alors, Dr Sanson est sans contredit un modèle de leadership d'exception. Oui, bien écoutez, je veux certainement remercier la Fédération des médecins spécialistes du Québec pour avoir instauré ce prix-là, puis évidemment pour me l'avoir offert. Je suis vraiment très, très, très honorée. Je pense que c'est une très bonne chose que la Fédération fait là, pour les femmes au Québec. Je pense que c'est très important de donner des prix à des femmes pour la mémoire, pour qu'on se souvienne toutes les luttes que les femmes ont faites avant d'en arriver ici aujourd'hui où c'est beaucoup plus facile pour nous. Et pour avoir un moment de réflexion sur ce qui nous reste à faire, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à bâtir, beaucoup de luttes à faire, ne serait-ce que sur la discrimination, le racisme, la pauvreté. Puis on a encore beaucoup de soutien à donner aux populations vulnérables, aux victimes de violences, les gens qui sont pris avec de la détresse. Fait que je pense que c'est important qu'on ait ce genre de prix-là. Ça nous oblige à nous arrêter et à réfléchir. Je veux remercier évidemment ma famille qui a mis sur pause plusieurs projets parce que j'étais tout le temps trop occupée là, à des activités académiques ou à des comités. Alors, c'était donc nos deux lauréates pour cette édition de 2021. Maintenant, Dr Francoeur, si vous voulez bien, on va sortir un peu du programme qui était établi parce que c'est la dernière année de la première femme présidente de l'histoire de la FMSQ et vraiment, c'est important pour la Fédération. Et on a voulu, en fait, votre équipe, je dois dire, vous réserver une petite surprise. On va vous en donner un avant-goût tout de suite. C'est sûr que j'ai eu la chance de découvrir, un peu comme tout le monde, Diane Francoeur comme femme publique avant de la rencontrer personnellement. Puis j'ai été évidemment impressionnée par cette femme forte et authentique et courageuse qui n'a jamais eu peur d'aller au front, notamment dans les médias où c'est pas facile, mais elle a jamais hésité à aller de l'avant et de passer pas juste les messages, mais de dire ce qu'il fallait dire dans le meilleur intérêt, évidemment, de la population. Le Dr Francoeur, pour moi, est un modèle qu'on doit dupliquer. Le Dr Francoeur est une personne généreuse, attachante, infatigable travailleuse, qui a profité de son mandat pour donner un essor incroyable à la FMSQ. Comme présidente de l'Association des pédiatres pendant 9 ans et t'avoir côtoyé pendant toutes ces années et t'avoir vu travailler si fort, je ne peux que te dire toute mon admiration. Tu dois ressortir la tête haute de ta présidence. Effectivement, peu d'humains, hommes ou femmes, auraient su traverser cette tempête, dirais-je même quelquefois des tsunamis, sans se noyer. Vous me demandez en un mot de résumer ma pensée, je vous dirais admiration.
admiration pour tout ce que Dr. Francoeur a accompli pendant son mandat. Comment elle a défendu 35 associations, 10 000 médecins spécialistes, 8,5 millions de Québécois. Admiration pour tous les défis qu'elle a relevés pendant ce mandat-là, peut-être plus que tout autre président, à mon avis. Quand vous la rencontrez, vous êtes tout de suite inspiré et tout de suite étonné de voir autant d'énergie, autant de qualité humaine et en même temps de connaissances scientifiques. Non seulement elle a toutes les compétences du cœur et de l'esprit, mais elle a aussi toutes les qualités d'une gestionnaire exceptionnelle dont elle a fait preuve, que ce soit à la FMSQ, que ce soit au CHUV Sainte-Justine ou que ce soit dans le futur, dans ses futures occupations. Elle est généreuse. Elle est toujours prête à aider, toujours prête à répondre oui, toujours prête à lever la main, à se dévouer, assez patient, pour ses collègues. Et moi, j'ai toujours admiré ça chez elle. Une personne qui est toujours prête à aider tout le monde, qui est disponible, qui n'est pas dans sa tour d'ivoire, là. Non, qui craint pas de s'impliquer et qui fait en tout preuve de générosité puis de respect pour les autres. Hey Diane, merci pour tout. Merci pour ces très belles années à la FMSQ. Tu as été une réelle source d'inspiration pour nous trois. Nous sommes très heureux que tu aies été une merveilleuse présidente à la FMSQ. Nous sommes encore plus heureux que tu quittes finalement et qu'on puisse passer encore plus de bon temps ensemble. On voit que vous avez marqué la vie quand même de plusieurs personnes. Comment vous recevez ce témoignage d'amour, quand même des gens importants dans votre vie? Bien, si près du départ, je dirais que ça fait du bien. Parce que c'est, comme on dit, c'est une job qui n'est pas facile, même si j'ai adoré toutes ces 7 années où j'ai travaillé fort. Il y avait quand même des défis enivrants, je dirais. Mais cela dit, la tape dans le dos ne vient pas souvent, les poignards arrivent plus vite en général. Alors, d'avoir une certaine reconnaissance, ça fait du bien. Ça fait du bien, hein? Et je vous remets aussi ceci, Dr. Francoeur. En fait, ce n'est qu'une partie du magazine parce qu'il y a plein de gens qui ont tenu à vous rendre des témoignages par vidéo, par écrit, des membres de votre famille, des employés, des mentors qui tenaient également à souligner votre rapport à la FMSQ. Et le magazine que vous voyez présentement est maintenant en ligne. J'invite d'ailleurs les gens à le télécharger sur le site de la FMSQ et d'aller à l'application du spécialiste. Merci. Bienvenue. Docteur Francoeur, j'ai eu l'occasion de faire plus ample connaissance avec vous au mois de novembre 2020. C'était lors d'une entrevue qu'on a réalisée ensemble dans le cadre des journées de formation interdisciplinaire. Le but, en fait, de cette entrevue-là, c'était de faire découvrir l'être humain derrière la présidente, de découvrir donc la Dr. Francoeur sous un autre jour. Cette entrevue a été diffusée aux membres de la Fédération et semble-t-il qu'ils ont été vraiment plusieurs à apprécier beaucoup découvrir le Dr. Francoeur, vous découvrir sous un autre jour. Alors, on va maintenant présenter cette entrevue-là au grand public à partir de maintenant et ce sera une occasion à la population en général de vous découvrir également sous un autre jour. Docteur Diane Francoeur, bonjour. Bonjour, Mme Bégin. Au moment de réaliser cette entrevue, vous vous préparez à quitter la présidence de la Fédération des médecins spécialistes dans les 5 prochains mois. Quel sentiment vous habite alors que vous vous préparez à quitter? Je dirais que c'est un drôle de sentiment parce qu'ici, on est en crise perpétuelle, en changement au quotidien. Et là, comme on doit ralentir la cadence pour préparer les dossiers pour la prochaine équipe qui arrivera, c'est comme une certaine instabilité dans le changement de vitesse très rapide à vitesse plus ralentie. Alors, mais on a la COVID pour se divertir. Le ralentissement est éphémère. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que votre présidence, qui a duré 7 ans, a été quand même assez tumultueuse, dans ce sens que la période a été tumultueuse. On va y revenir tout à l'heure un peu plus en détail. Mais je me demandais, est-ce que vous, personnellement, vous êtes fatigué, vous vous sentez épuisé, ou je dirais vidé psychologiquement? Oh non, pas du tout. Non. Moi, j'aime ça quand il y a de l'action. J'aime ça quand
le bordel un petit peu. Ça va en lien avec ma profession. Je suis obstétricienne gynécologue, ça va bien, ça va mal, ça va vite, ça va trop lentement. Alors, je suis bien dans cet univers changeant. Oui. En fait, j'aimerais en savoir davantage sur vos origines. Vous êtes né à Amqui, vous avez grandi dans la région de la Gaspésie. Racontez-nous votre enfance. Quelle sorte d'enfance vous avez eue? Moi, je viens d'une famille très modeste. On n'avait rien, mais on avait tout. J'avais une mère qui était très généreuse. Je dirais, j'ai commencé à me battre le lendemain de ma conception parce que mon père est décédé d'une noyade. Et ma mère s'est retrouvée sur une ferme toute seule avec 4 enfants et la vie était difficile. Évidemment, après ça, elle s'est remariée. J'ai eu une petite sœur qui était trisomique, donc j'ai eu l'avantage de connaître la différence et je dirais que j'ai bénéficié d'une éducation très rigoureuse qui m'a définitivement permis d'être là où je suis maintenant. Et vous avez fait face à beaucoup d'adversités très jeune. On dit que tout part de l'enfance. Vous avez eu beaucoup d'amour dès le départ, donc ça vous a bien préparé. Oui, absolument. Je viens d'une famille très unie. Je suis encore très proche de mon frère et de mes sœurs et je pense que c'est un cadeau exceptionnel que malheureusement pas tout le monde a la chance d'avoir. Vous parliez de vos origines modestes. Votre père n'était pas médecin, votre mère non plus. Vous disiez que vous aviez grandi sur une ferme. Qu'est-ce qui vous a attiré vers la médecine? Comment c'est arrivé l'intérêt pour la médecine? J'ai peut-être choisi la médecine pas pour les bonnes raisons, mais je suis tombée en amour définitivement avec la profession. Évidemment, en lien avec mes origines, je voulais prouver que même si on était pauvre, on était aussi intelligent que les riches. Alors, évidemment, j'ai appliqué où c'était le plus difficile de rentrer en médecine, puis j'ai eu la chance après ça de vraiment connaître le privilège exceptionnel que j'avais, parce que lorsqu'on a 16-17 ans, on ne sait pas ce qu'on veut faire dans la vie. Là. Alors, c'est après le cégep, et arriver à l'université. Et même, je vous dirais, j'aimais beaucoup, j'ai toujours aimé apprendre et étudier, mais lorsque je suis arrivée en stage, là, j'ai vraiment vu que j'étais à ma place. Oui. Vous avez dit, j'ai choisi la médecine pas nécessairement pour les bonnes raisons, parce que vous dites, quand on est pauvre, je voulais prouver qu'on était aussi intelligent que les riches. C'est ce que... Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. J'allais par défi pour prouver que j'étais capable de faire aussi bien que les autres. Alors, c'était définitivement l'endroit où c'était le plus difficile à rentrer, surtout du cégep, là, directement. Oui, c'était très contingenté. Oui, absolument. Puis bon, évidemment, on sait très bien que même si on essaie de diminuer les écarts entre l'école publique, l'école privée, il reste qu'on n'a pas toujours la même préparation. Alors, arrivant directement du cégep, j'ai eu la chance de rentrer au premier cours. Maintenant, je m'aperçois que j'ai été très chanceuse à ce moment-là. J'en avais aucune idée. Et en fait, ce qui est intéressant avec votre spécialité à vous, vous êtes obstétricienne, vous êtes devenue obstétricienne, c'est que c'est une spécialité, contrairement à d'autres de la médecine, qui s'intéresse à la vie, à donner naissance, alors que d'autres spécialités sont plus dans l'accompagnement de la maladie qui mène à la mort. Qu'est-ce qui vous a attiré vers l'obstétrique? C'était surtout d'aider les femmes, définitivement, de les accompagner dans leur santé au quotidien. Puis évidemment, l'obstétrique, c'est la joie, mais parfois aussi, ça finit pas toujours bien. Alors, on a besoin d'accompagnement. C'est le lien privilégié dans l'intimité des gens. Vous savez, comme médecin, on est très privilégié que les gens s'ouvrent à nous. En obstétrique, c'est un milieu où on doit avoir une relation très intense, très rapide. Présentement, quand je travaille et que j'arrive dans une chambre où ça va très mal et j'ai pas eu la chance de rencontrer la patiente encore parce que ça arrive rapidement, en 2 minutes, je dois lui vendre une césarienne pour sauver son petit bébé. Elle ne m'a jamais vu. Le contact doit être très rapide et très intense. Alors, moi, j'aime ça, ces moments rapides et intenses. Et vous devez dégager confiance instantanément dans des situations comme ça. Absolument, absolument. Puis, parfois, il y a des gens qui ont peur, qui sont inconfortables, qui sont inquiets, surtout lorsqu'ils n'étaient peut-être pas en confiance auparavant, mais c'est des moments où tout doit se passer très rapidement. Et c'est des moments qui font que le contact est encore plus... Je veux dire, l'humanité ressort
dans toute son intensité, si on peut dire. Et visiblement, c'est une pratique que vous avez beaucoup aimée, que vous avez fait pendant plusieurs années. Que j'adore encore. Que vous adorez encore. Je pense que c'est de loin le plus beau métier du monde. Que de donner naissance? Ah, absolument. Surtout quand ça va bien, mais quand ça va mal aussi. De pouvoir aider les gens à passer à travers des difficultés. Perdre un enfant, là, c'est horrible. C'est très difficile pour les mères, pour les pères, pour les familles, ou avoir une naissance où ça va pas bien et on sait que ça va avoir des conséquences à long terme. C'est très difficile. Alors d'avoir le privilège d'être là pour aider les familles à se relever, à faire face aux défis qui est extrêmement difficile et pour lequel il n'y a pas de mode d'emploi. Et ce qui est encore pire, je touche du bois, c'est perdre une mère. Là. Ça ne m'est pas arrivé encore, mais ça arrive encore même en 2020. Vous dites perdre un enfant, c'est absolument horrible. C'est sûr que c'est la plus grande des tragédies pour un parent. Vous avez dû en voir une puis une autre, une tragédie comme ça, des tragédies comme ça? Je me rappelle d'une situation qui avait été très difficile. C'était une maman qui avait des jumeaux, puis on a perdu les 2 petits bébés dans un contexte extrêmement complexe. Là. Il y avait pas d'autre. C'était pas une erreur, il n'y avait pas d'autre fin, malheureusement. Et après, tout de suite après, la mère, elle a commencé à avoir une hémorragie importante, majeure, et on a failli la perdre elle aussi. Et je me souviens encore de son conjoint qui était assis par terre à côté de l'ascenseur, tout seul, parce que tout arrivait très vite pendant la nuit. Et là, bon, nous, on a des soins intensifs obstétricaux. Évidemment, on n'était pas à cette époque aussi bien installés qu'on l'est maintenant, avec plein de chambres où on peut faire tout ce qu'on veut, là. Donc, on était dans un espace très restreint et je me rappelle d'avoir dit à l'infirmière, si tu ne le couches pas dans le lit à côté de sa femme, je vais l'admettre comme patient parce que c'est pas vrai qu'il va aller s'asseoir par terre à côté de l'ascenseur quand on travaille comme des fous pour sauver sa femme et qu'on n'a pas le temps de s'occuper de lui. Là, il était en détresse totale. Là. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mais finalement, on a sauvé sa femme. Ouais. Ça, moins mal fini parce qu'ils avaient quand même perdu leur petit bébé. Ça, c'était difficile. Là. Mais imaginez quand tout s'écroule. Là. Parce que lui perdait ses enfants et perdait, était peut-être sur le point de perdre sa femme également. Visiblement, ça fait quelques années de ça. Et vous vous Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Ces nuits-là là, où on passe si près de la mort, on s'en rappelle tout le temps. Ça marque. J'aimerais vous entendre sur votre arrivée à la Fédération des médecins spécialistes. Donc, vous êtes arrivé en 2014. C'est un immense syndicat qui regroupe 35 associations, 59 spécialités, 10 000 membres. C'est énorme. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce défi-là qui est particulièrement imposant? Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie. C'est que j'ai eu des mentors qui m'ont guidée pendant toutes mes études. Et un de mes collègues, Robert Gauthier, qui était mon mentor quand j'étais jeune résidente et jeune patron, Robert accueillait tous les jeunes. Il avait un cœur immense et il nous aidait à faire des choix dans notre vie personnelle ou peu importe, dans notre carrière. Il m'avait dit, implique-toi dans le syndicat, là, tu vas voir, c'est le fun. OK. Alors, je suis impliquée dans le syndicat, puis effectivement, c'était le fun. Et bon, je suis devenue présidente des gynécologues et après ça, Gaétan Barrette, qui était notre président à l'époque, m'a appelé un jour, je suis en plein milieu de mon bureau, pour me dire « Bon, qu'est-ce que tu penses de te présenter au CA, puis tu me remplaceras quand je vais m'en aller. » Bon, on connaît le personnage. Convaincant. Convaincant. Je dis, OK, on va y aller, on verra. Là, on va commencer par le conseil d'administration, puis on verra. Et puis, évidemment, ben, c'était la possibilité de pouvoir changer les choses. On peut toujours critiquer tout, mais si on essaie soi-même de les changer, je pense qu'on peut faire une différence aussi. Oui. Si je vous demandais, c'est quoi le quotidien d'une fédération des médecins spécialistes? Qu'est-ce que c'est? Alors, la fédération, c'est 35 associations, maintenant 59 sur spécialité, parce que la science, nos connaissances médicales se transforment à chaque 8 ans, donc il faut faire du développement professionnel pour être à la hauteur. Alors, c'est 10 000 membres que nous représentons avec des intérêts
différents parce que les 35 associations soignent des patients avec des enjeux différents, que ce soit des enjeux médicaux, les laboratoires, la chirurgie, les soins intensifs. Alors c'est pour ça que quand je suis arrivée ici, pour moi, j'avais beaucoup à cœur à ce qu'on soit au niveau des règles de gouvernance modernes. Je me suis précipitée pour aller faire un cours à l'Institut des administrateurs de société pour être sûre que j'étais vraiment là, au top des obligations. Et bien, après tout ça, bien, il y a le quotidien, il y a les médias, il y a le développement professionnel où on doit aider les médecins. Les médecins ont probablement les obligations professionnelles de maintien de compétences qui sont les plus élevées à travers toutes les professions. Donc, nous nous assurons que nous sommes capables de leur donner du contenu qui leur convient, encore une fois, avec 35 intérêts divergents, donc c'est un petit casse-tête parfois. On a tous les enjeux de négociation, on a tous les enjeux des affaires professionnelles, où est-ce qu'on va envoyer les nouveaux médecins, comment on va s'assurer qu'il n'y a pas trop de bris de service, comment on va prévoir la relève, comment on va maintenant instaurer la santé virtuelle. Alors, ça fait des semaines bien remplies. Il y a vraiment plusieurs corps professionnels qui gravitent autour de la Fédération des médecins spécialistes et de la médecine spécialisée comme telle. Quelles sont vos relations avec les autres partenaires dans le monde de la santé ou autres? Je dirais que c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris lorsque je suis arrivée. Je pensais que ce serait difficile d'aller vers les autres corps professionnels ou les autres représentants. Et finalement, ça s'est fait très facilement. Et je vous dirais que ça, c'est probablement un des bons coups que j'ai fait dès la première année, là, de me créer un cercle d'amis, de collaborateurs, de référents, de gens qui m'aidaient à mieux voir, mieux comprendre, essayer de mieux saisir les problématiques. Parce qu'on travaille tous ensemble, les professionnels de la santé. Et je pense qu'après la COVID, on n'aura pas le choix de travailler différemment. Donc, il faut se faire confiance, il faut travailler en collaboration, que ce soit les médecins de famille, les médecins spécialistes. Eux aussi ont beaucoup souffert du dénigrement qui avait commencé bien avant que j'arrive ici. Alors moi, je me suis toujours tenue loin de cette espèce de dualité omnispécialiste. Après ça, ben, il y a les pharmaciens qui maintenant font des diagnostics, prescrivent des médicaments en pharmacie. C'est parfait, là. On est tous au service des patients et c'est un peu, je dirais, le modus vivendi de l'Institut de la pertinence. Le bon patient au bon moment, au bon endroit. Bien, nous, on ne devrait pas faire de première ligne. Oui, on doit venir en aide à un patient qui a besoin de renouveler une prescription là, pour éviter qu'il aille traîner dans une urgence. Ils ont tous autre chose à faire que ça, mais on doit tous travailler ensemble. Et il y a des nouveaux joueurs aussi à qui nous avons tendu la main, qui sont les patients partenaires, qui sont des gens qui sont formés pour aider les patients, pour faire l'éducation aux patients, pour qu'ils prennent leur place dans une discussion, pour faire des choix éclairés. Alors, on travaille beaucoup avec eux. On a un comité de sécurité des soins où les patients partenaires sont partie prenante de nos groupes de travail pour faire de la formation aux médecins pour mieux, par exemple, expliquer les consentements opératoires ou les risques par rapport à un traitement, etc. Et ces fameux patients partenaires, à mon avis, seront probablement nos alliés pour soigner différemment après la COVID lorsqu'on aura un manque de ressources humaines, parce que les infirmières qui sont parties, ça ne veut pas dire qu'elles vont toutes revenir après. On va avoir un déficit total, donc on va devoir travailler différemment avec des nouveaux joueurs. Donc, si on se fait déjà confiance, je pense que les relations vont être beaucoup plus faciles. Et est-ce que ça a été un défi de développer ces relations-là, ces partenariats-là? Pas pour moi, parce que tout est dans une question de respect. Moi, j'avais une spécialité très pointue. On était 2 au Québec quand j'étais en pratique. Je faisais de la gynéco-pédiatrique, c'est-à-dire qu'on s'occupait des enfants qui naissaient avec des ambiguïtés sexuelles. C'est super compliqué, là. Alors, les malformations, comment faire la chirurgie, comment accompagner les familles lorsque tu rencontres une jeune adolescente de 14 ans à qui tu annonces qu'elle a des testicules puis qu'elle n'a pas d'utérus et qu'elle n'aura jamais d'enfant, là,
c'est toute une douche froide pour la famille. Je me suis jamais sentie comme un dieu, même si j'étais une sur-spécialiste. Je pense que c'est plus une attitude qui est heureusement en train de disparaître et je pense qu'en 2020, on a tous nos talents et nos faiblesses et la collaboration, c'est d'aller ressortir le positif de tout ça, tout le monde ensemble. J'aimerais d'abord qu'on parle de la COVID parce que, comme un incontournable, est arrivé dans votre mandat la COVID. Je me demandais, quelle a été votre première réaction quand le gouvernement du Québec a demandé aux médecins spécialistes de venir en renfort dans les CHSLD? Bon, on savait qu'on était à risque de se faire interpeller par M. Legault parce qu'on a eu, lorsqu'il était ministre en Santé, certaines prises de bec en 2002 avec M. Legault. Donc, c'était pas une surprise. Maintenant, honnêtement, on était parti, lorsque la COVID a commencé, le gouvernement a mis une cellule de crise qui était hyper performante. On se rencontrait tous les matins, tous les soirs, questions, réponses, actions. Directement, on écrivait aux médecins spécialistes tous les jours pour qu'ils soient au courant de quelles étaient les nouveautés, les nouvelles directives, etc. On avait une collaboration extrême. Donc, de se voir interpellé comme ça, nous, on le prenait live, là, en écoutant la télévision. C'était assez surprenant. Les médecins n'ont rien compris. Moi, je n'étais pas surprise parce que je suis dans la politique du matin jusqu'au soir. C'était d'une injustice totale. Pourquoi nous, plus qu'un autre groupe? Et oui, on voulait aider. C'est clair qu'on voulait aider. On avait préparé tout le monde, même les psychiatres, à venir remplacer aux soins intensifs s'il fallait, parce qu'on était pris, on savait ce qui se passait en Europe et on avait essayé de tout prévoir, mais on n'avait pas prévu l'état compte des CHSLD. Et quand je dis « nous », c'était pas nous, parce qu'on n'a pas d'activité vraiment là, mais on voulait aider, ça c'est clair. Vous avez dit les médecins n'ont rien compris sur le coup. Comment vous avez géré ça? Bien, comme d'habitude, on a essayé d'être ouvert et transparent avec eux. Et lorsque M. Legault m'a interpellée, parce que c'était moi qui l'interpellais, Diane Francoeur, va chercher tes médecins spécialistes et venez-vous-en au CHSLD. Alors, c'était un peu un piège d'une certaine façon pour voir jusqu'à quel point on était prêt à aider. Et lorsque le défi a été lancé, on a pesé sous le gaz, puis on a fait fonctionner la machine, parce que quand les médecins s'y mettent, ça marche. Là. Dans de 24 heures, on a recruté 2000 personnes, mais évidemment, les consignes n'étaient pas claires. Les gens étaient prêts à aider, mais ils n'étaient pas prêts à arrêter de soigner tous leurs patients pendant des semaines, voire des mois. Mais on n'avait aucune idée dans quoi on s'embarquait à ce moment-là. Puis honnêtement, lorsque M. Legault m'a appelé chez moi le samedi soir à 7h30, quand le premier ministre t'appelle, tu réponds oui. Il y a d'autres choses à faire le samedi soir. Vous avez répondu présente. Absolument. Et puis les défis étaient énormes. Alors, je pense qu'il faut mettre son ego, son orgueil, ses réticences. Moi, j'avais l'impression que le Québec était en train de s'écrouler. Il fallait faire notre part. Et c'est ce qu'on a fait. Et vous, on vous sent très volontaire, quand on vous appelle, vous répondez présente. On sent qu'il y a beaucoup de spontanéité dans votre personnalité. Même que quand ça s'est arrivé, vous-même, sur Twitter, vous avez lancé l'invitation au docteur Arruda, directeur de la santé publique, lui-même spécialiste en santé communautaire. Vous lui avez demandé, est-ce que vous venez nous aider? Est-ce que vous mettez la main à la pâte, vous aussi? Vous avez retiré par la suite, je pense, votre tweet, vous vous êtes excusé. Quand vous repensez à ça, qu'est-ce qui vous passe qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Ah, ben écoutez, c'est la spontanéité du moment. Que celui qui n'a jamais fait de boulette lève la main. On va le souligner parce que ça ne durera pas longtemps. Mais cela dit, il n'y avait aucune raison de demander seulement aux médecins spécialistes. M. Legault a dit, je demande à tous les médecins, après ça, surtout aux spécialistes, de venir nous aider. Moi, j'ai des cardiologues là, qui transplantent des cœurs, des poumons, des foies. Est-ce qu'on va arrêter les femmes d'accoucher parce qu'on va aller répondre à l'appel? Les médecins spécialistes, ils soignent des gens malades et très malades. Et là, c'est parce qu'ils se tournaient les pouces. Là. Non, et c'est parce qu'on les mettait à risque aussi dans les envoyant dans les CHSLD. Je me demandais comment vous avez concilié votre
en fait, votre mandat à la tête de la Fédération des médecins spécialistes et votre serment d'Hippocrate, qui est celui de soigner, de répondre présent, ça a dû être un peu... Il y avait des choses qu'on ne savait pas à cette époque-là aussi. Bon, au tout début, vous savez, on ne savait pas que les gens étaient contagieux avant d'être malades. Après ça, on ne savait pas qu'il allait manquer autant de masques et d'équipements de protection individuels. Alors, on était dans un avance-recul au niveau de l'état général de la situation, là. Alors, malheureusement, oui, on travaillait très étroitement avec le ministère de la Santé sur le concret, le réel sur le terrain, mais on n'avait pas l'ensemble de l'œuvre dans le sens où on n'avait aucune idée de ce qui se passait dans les CHSLD. Et évidemment, quand on a dit présent, bien, vous avez besoin... Moi, je suis habituée de mettre un masque, une visière, une blouse, il n'y a pas de problème, là, je fais ça toute ma vie, là. C'est sûr qu'on va aller aider, mais là, c'était le long terme. On ne savait pas qu'il manquait 10 000 personnes dans les CHSLD. Vous êtes allée en CHSLD? Oui, je suis allée. Ça a été troublant. Qu'est-ce qui a été troublant? Racontez-nous. De voir les personnes âgées mourir toutes seules, avec même pas une petite photo de leur famille. Rien de personnel, parce qu'ils avaient été déménagés plein de fois. Les familles n'étaient pas là. On avait mis des espèces de faux murs en plastique pour les isoler. C'était terrible, ça. C'était au niveau humain, là. Lorsqu'on soigne les personnes âgées, ce sont des milieux de vie, c'est pas des milieux de soins. C'est pas, on donne pas des piqûres et des pilules, des pansements et des drains et tout ça. On s'assoit, on parle, on jase, on donne la main. Là, on peut plus donner la main. Ils n'avaient pas le temps de s'asseoir. Il y avait des personnes âgées qui erraient beaucoup, qui comprenaient pas, ne pouvait pas leur expliquer. C'était quelque chose. Et en plus, autant pendant la COVID que pendant les négociations avec le gouvernement, vous, personnellement, on en parlait il y a un instant, vous avez fait l'objet de critiques parfois très personnelles. On vous a décrite comme une snob, une déconnectée de la réalité, bourgeoise. J'ai lu nulle en communication. On a remis en question votre jugement. On a dénigré votre image. Donc, je le répète, c'était très personnel. Comment avez-vous vécu cette critique-là? Je dirais le plus dur, ça a été l'impression de se faire piéger par les médias. Ça, de me faire tous les reproches qu'on veut. On peut bien dire ce qu'on veut. Moi, je sais qui je suis et qui je ne suis pas. Ça m'amène donc à vous parler de la conciliation travail-famille. Vous avez votre conjoint est médecin. Vous avez des enfants, des petits-enfants. Comment... Bon, c'est sûr que vous travaillez 24/7, là, vous travaillez tout le temps. Est-ce que vous réussissez à passer du temps avec votre famille? Ah, absolument, absolument. Nous, on a toujours eu... On a fait des miracles parce que on a 3 enfants. Mon mari a une grande fille que j'ai connue, elle avait 3 ans, elle a 36, c'est comme ma fille. Elle nous a donné 2 beaux petits-enfants qu'on est très heureux, qu'on ne voit pas souvent, malheureusement, à cause de la COVID. Et on a, nous, deux enfants qui étaient 2 athlètes sportifs qui étaient sur un circuit de ski acrobatique provincial et régional, les 2 horaires d'obstétricien, gynécologue, de garde tout le temps. Alors, on a fait des miracles toute notre vie. On s'est organisé et pour nous, moi, comme je dis, j'étais chanceuse. J'ai une famille super velcro. Ouais. Mon petit cocon à moi, ma grande famille. Le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie, c'est que ma grande sœur a élevé mes enfants quand ils étaient petits. Elle est venue les garder chez nous. Ça a été extraordinaire. Ouais. Je n'avais jamais aucune inquiétude. Sur vos 7 ans à la présidence de la Fédération des médecins spécialistes, je le disais tout à l'heure, immense organisation, mandat tumultueux. Quel bilan vous faites, vous, de vos 7 ans à la Fédération? Bien, je pense que j'ai réussi quand même à changer beaucoup de choses. J'aurais aimé aller plus loin, mais on veut toujours aller plus loin. Je pense que j'ai réussi à introduire, premièrement, une gestion collaborative, participative, qui fonctionne très bien maintenant
Et une bonne gestion, c'est ce qui nous permet de passer à travers la tempête, là, parce que la tempête, elle va revenir. Alors, je pense que j'ai vraiment solidifié des bons principes de gestion et maintenant, j'ai une équipe qui travaille très bien ensemble. C'est magnifique. C'est vraiment agréable. Et on a aussi instauré une gouvernance solide au niveau du conseil d'administration. Alors, ce qui était, je vous dirais, le grand défi, c'était d'en faire un petit bout, une crise, on revient dans nos dossiers, une autre crise, on en fait un petit bout, on revient dans nos dossiers, mais ça a été l'histoire de mon passage ici. Et j'espère, je souhaite de tout cœur d'avoir essayé d'intéresser les jeunes à s'engager, à participer dans au niveau de la gestion de leur hôpital, dans leur association. On a rajeuni le conseil, on a 3 jeunes membres de moins de 40 ans. Pour monsieur, madame, tout le monde, ça semble vieux, mais nous, c'est parce qu'on gradue à minimum 30-31. Alors, il faut avoir le temps de pratiquer un petit peu avant de s'impliquer. Quand vous regardez toutes vos réalisations, vous en avez plusieurs, là, vous m'en nommez, de quoi êtes-vous le plus fier? Je vous demande votre plus grande fierté. Je pense que ça a été la création de l'Institut de pertinence lors de la dernière entente avec M. Dubé là, en novembre 2019. Et malheureusement, on a été obligé de mettre nos beaux projets un peu en stand-by. On va y arriver, mais on avait vraiment le vent dans les voiles en février 2020. On avait fait une belle rencontre avec tous les représentants des associations, identifié des dossiers de pertinence. On avait tout un plan de match qu'on a mis de côté, qu'on va ramener, mais ça nous a ralenti. Et je pense que moi, je suis une défendresse du système public. Là. Je me suis battue toute ma vie pour ça. Et si on veut garder la pérennité de notre système de santé, il faut qu'on se questionne constamment. Est-ce que j'ai besoin de faire ce que je fais? Est-ce que les soins que je donne sont adéquats, sont pertinents? Est-ce que ce ne serait pas mieux qu'ils soient donnés par quelqu'un d'autre? Et le défi va s'installer tout seul dans les prochaines années. Là, on a une crise de ressources humaines comme on n'a jamais vue. Le Québec va être à mal par rapport à ça parce que le fait qu'on soit la seule province francophone, on ne peut pas aller voler du personnel dans les autres provinces. Alors, il va falloir qu'on soigne différemment. Donc, il faut avoir cette vision, cette ouverture d'esprit. Et il faut se questionner donc sur la pertinence des actes médicaux. Donc, dernière rencontre, vous dites en février 2020, c'est avant que la Terre arrête de tourner, qu'on s'en vienne sur la planète COVID. Donc, vous êtes confiante que l'Institut de la pertinence va se poursuivre, va faire ses... C'est intéressant la pertinence parce que là, je pense qu'on a vraiment fait un bon coup comparé aux autres provinces parce qu'on aime toujours ça, se comparer à l'Ontario. On pense qu'on est nono, mais nous, on pense qu'on est meilleur qu'eux. C'est l'histoire du Québec et de l'Ontario. Ils ont fait un exercice de pertinence aussi, mais comme ils ne l'ont pas engagé à de la négociation, c'est sur la bonne foi. La bonne foi, ça fait avancer certains dossiers, mais ça ne déplace pas des montagnes. Un contrat, une entente négociée avec des livrables, ça doit déplacer des montagnes. Alors, je pense que c'était la meilleure façon de s'assurer que l'Institut de pertinence prenne son envol. En fait, lorsqu'on l'a négocié, on pensait que dans la période de 3 ans, ce serait suffisant pour marquer une tendance dans nos façons de travailler. C'est sûr que là, on l'a mis en stand-by. Il va falloir ramener tout ça, et puis on va voir après la COVID où est-ce qu'on en sera aussi comme société. Si je vous demandais justement un conseil à une jeune femme médecin qui pense peut-être à s'impliquer dans son syndicat ou à la fédération, ce serait quoi? Bien, on va avoir du fun. Je pense qu'il faut démystifier le leadership, là. C'est pas juste des gens aigris, frustrés. Oui, parfois, c'est difficile. Oui, quand on se fait torpiller dans les médias, c'est pas le fun, mais c'est la vie, c'est pas grave. On oublie ça, puis on avance. Là. Je pense que ce qui est important, c'est comme dans n'importe quoi, c'est toujours l'équilibre. Trop, c'est comme pas assez. Alors, il faut trouver, puis pour être capable de changer le monde, bien, je pense qu'il faut être heureux, bien dans sa vie, bien dans sa peau, puis bien encadré. C'est pas l'engagement, le leadership, c'est pas une solution pour la solitude. Là.
c'est quelque chose qui doit faire partie de notre pratique, de notre quotidien. Et malheureusement, c'est pas du tout enseigné dans les universités, vraiment pas. Sur le mentorat, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez eu un mentor, Fabrice Brunet, le patron du CHUM. Quelle est l'importance de Fabrice Brunet dans votre vie? Mais je pense que des mentors, on en a plein autour de nous. Ça dépend quelle situation on a à régler, puis il s'agit de voir à qui je peux bien, qui dans mon quotidien ou dans mon environnement peut me donner des conseils. Et je pense qu'un mentor, tout ce que ça fait, c'est de nous, un peu comme un psychologue si vous voulez, c'est de nous aider à voir ce qu'on ne voit pas, de nous écouter, d'essayer de nous aider à voir les opportunités et comment on peut les appliquer dans notre quotidien. Là. Parce que vous-même, vous êtes mentor pour des... Comment vous décrivez votre... Vous aimez ça? Qu'est-ce que vous aimez dans ça? Qu'est-ce que vous faites comme mentor? Bien, premièrement, moi, j'aime beaucoup travailler avec les jeunes parce que je trouve que ça nous nourrit. Ils apprennent plein de choses. Oui, probablement aussi, mais c'est surtout aussi, c'est que on reçoit plus qu'on donne, finalement, même si on donne beaucoup, d'avoir... cette espèce de complicité lorsqu'on aide un jeune ou une jeune résidente à trouver son poste pour aller faire sa surspécialité aux États-Unis ou en Europe ou partir un projet particulier. C'est très, très, très enrichant. Puis je pense que c'est d'essayer de les aider à trouver en soi les choses qu'ils ne voient pas encore, parce que nous, on a l'expérience et eux, ils ont toute la fougue, la jeunesse. Et de redonner comme ça à la communauté, c'est vrai que c'est enrichissant, c'est très valorisant. C'est l'antidote au burn-out. Oui, intéressant. Ça fait au-delà de 30 ans, je dirais que vous œuvrez dans le domaine de la médecine. Quel est le plus grand changement des dernières années, des 30 dernières années que vous avez vécu dans le monde de la médecine? Ce qui est définitivement difficile, c'est notre lenteur à utiliser la technologie. Dans nos vies modernes, au quotidien, on exploite la technologie pour être plus performant, sauf dans nos milieux de travail. Et ici, Montréal, on est la métropole de l'intelligence artificielle. On a ce quartier comme Milan qui grandit et qui se développe. On va chercher des stars partout, mais c'est comme si ça passe devant les hôpitaux et ça ne s'arrête pas. Là. Alors, on est encore en dossier papier. On fait 3 fois la même chose pour des règles stupides qui ne servent à rien. Et malheureusement, c'est que l'absence de sens dans l'implantation de la technologie de l'information est en train de tuer le personnel. C'est la cause numéro 1 de l'épuisement professionnel, définitivement. La population a été vraiment pris par surprise quand on a vu pendant la COVID que finalement la communication se faisait par fax. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le milieu de la médecine ne suive pas le cours de la vie de tout le monde? Lorsqu'on se compare avec ailleurs, c'est sûr que le Québec a un décalage important là, au niveau de la technologie. Les ordinateurs sont désuets, les programmes ne sont pas là, la connectivité entre les divers systèmes n'est pas là. Mais c'est surtout qu'il n'y a jamais personne qui a pris sérieusement le bâton de pèlerin pour dire j'en fais une priorité, il faut que ça se règle. Comment vous expliquez que vous êtes capable de trouver, plus maintenant, jadis, un restaurant avec votre téléphone rapidement, puis que vous êtes incapable de prendre un rendez-vous à l'hôpital? Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous diriez que c'est le plus grand défi du milieu médical des années à venir? Ah, absolument. Le virage... Oui, et puis, vous savez, ce qu'on est capable de voir quand on regarde ce qui se fait ailleurs, c'est que lorsqu'on a un système qui fonctionne bien, c'est que la valeur ajoutée fait en sorte que le financement va être rencontré. Là. Justement, dans notre projet, notre beau projet de pertinence, on veut intégrer des logiciels d'aide à la prescription qui vont permettre d'éliminer les examens inutiles, d'utiliser les meilleurs médicaments en première intention, de les ajuster directement avec le poids. Tous ces critères de sécurité vont faire en sorte qu'il y aura moins d'effets secondaires chez les patients et moins d'interventions inutiles. Donc, veut pas, c'est de l'argent qu'on recircule dans le système qui va
va permettre de financer, parce qu'évidemment, quand on dit TI, on voit tous les signes de dollars s'aligner. Oui, c'est ça. Évidemment, ça coûte très cher, donc défi quand même assez important à venir. Ça m'amène à vous parler de la succession à la présidence de la Fédération des médecins spécialistes. Vous allez donc quitter au mois de mars. Vous étiez le dauphin du Dr Barrette. Comment voyez-vous votre succession? Bien, écoutez, on est en période préélectorale, alors il y a certains candidats qui ont montré leur intérêt. On essaie d'ouvrir la porte à tout le monde pour s'assurer qu'il y ait un passage de connaissances, là, parce que notre mode de gouvernance fait en sorte que le soir des élections, le nouveau candidat est le chef et qu'il est responsable de tout. Ce qui est très rassurant, c'est que l'équipe derrière est vraiment solide et très au courant de tous les dossiers. C'est la beauté de la gestion participative, là, que je suis demain, j'ai un accident, tout continue à rouler tout seul ici. Quel est votre message à celui ou à celle qui va vous succéder? Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Alors, c'est un grand défi, mais c'est un beau défi. Alors, maintenant 6 ans et demi sont passés en un clin d'œil. J'ai l'impression que je suis arrivée hier. Et je pense que la Fédération, nous sommes tous unis dans une cause qui devrait être celle de servir les patients, on peut vraiment déplacer des montagnes. Je n'ai aucun doute. Vous êtes de nature optimiste, vous, hein? Oui, je suis très optimiste. Et j'espère que je ne changerai jamais, honnêtement, parce que la vie, c'est dur, il y a toujours des épreuves et je pense que dans chaque crise, il y a une opportunité. Quand une porte se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Ça va être quoi votre prochain défi à vous? Vous savez, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup parce que lorsque je dis aux gens, je retourne pratiquer la médecine, ils me disent « juste ça? » C'est extraordinaire, c'est un privilège, je ne sais même pas comment ça va être apaisant de m'occuper et de gérer juste une personne et de ne pas être responsable de tout ce qui m'entoure. Pour moi, c'est pas une punition, j'ai gardé toujours le contact avec la pratique et je vous dirais d'une certaine façon, c'est de retourner travailler le vendredi soir à 8 heures à la salle d'accouchement, de passer toute la nuit debout avec des cas difficiles. C'est ça qui me sera permis de garder la tête sortie de l'eau parce que même si je me faisais tartiner dans les médias et traiter de tous les noms, moi je sauvais les patients. Et ces patientes-là me disaient merci. Donc pour vous, c'est pas juste ça, c'est tout ça finalement. C'est un immense privilège qu'on a, que les gens nous confient leur santé et je vais être très heureuse d'y retourner. Alors voilà, c'est comme ça que se termine cette 3e édition de cet événement organisé par la FMSQ dans le cadre de la Journée internationale des femmes. Je vous rappelle que cette émission propose un hommage aux femmes qui ont œuvré aux premières lignes de la COVID, des concours, une surprise pour la Dr Francoeur, de même qu'une entrevue intimiste que j'ai réalisée avec elle au mois de novembre 2020. Petit rappel également que c'est le 25 mars prochain qu'on va procéder à l'élection du nouveau conseil d'administration de la FMSQ. Il semble que la FMSQ sera dirigée par un homme puisque ce sont 2 candidats masculins qui sont actuellement dans la course. On espère que ces concours et événements organisés dans le cadre de la Journée internationale des femmes sont là pour rester. En tout cas, c'est certainement le souhait de l'actuelle présidente. Et la qualité des candidatures et des témoignages qui ont été reçus pour ces concours démontrent la pertinence de tels concours. Alors voilà, c'est là-dessus que je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine. Au revoir.